Bonsoir et bienvenue à cette 6e partie de l'émission sur l'histoire secrète de la guerre contre la Syrie entre 2013 et 2014. Nous sommes toujours avec notre ami, le consultant politique français Thierry Meyssan, qui va nous éclairer sur cette question. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la crise des armes chimiques à l'été 2013 illustre la confusion de Washington. Oui. Parce que lorsqu'il y a eu cette attaque avec des armes chimiques dans la Ghouta de Damas, Washington a embrayé immédiatement en criant qu'il était temps de bombarder le pays. Et la Maison-Blanche a donné des ordres tous les jours plus durs à son armée dans le choix des listes de cibles. La France et la Grande-Bretagne se sont mises à hurler à la mort aux côtés des États-Unis. On allait refaire la même opération qu'en Libye. Enfin, on y arrivait, ça y était, c'était le bon moment. Et puis, soudainement, les Britanniques ont réuni la Chambre des communes, et la Chambre des communes s'est opposée à l'intervention. Puis, le président des États-Unis, prenant exemple sur la Chambre britannique, alors qu'il n'y était pas forcé et qu'il avait le Syrian Accountability Act, dit « je vais consulter le Congrès », mais sachant que le Congrès y est opposé. Et donc le Congrès a refusé l'attaque. Et du coup, la France s'est retrouvée toute seule et n'y est pas allée toute seule. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Selon le journaliste états-unien Seymour Hersh, l'opération a été organisée par les services secrets turcs. Alors il y a beaucoup d'éléments qui vont dans ce sens et qui sont confirmés par l'interview qui a été diffusée par la télévision syrienne d'une personne qui a convoyé les obus chimiques depuis une base militaire turque jusqu'à Damas. قال لي الموضوع في عنا سلاح نحن موجود بتركيا هي السلاح بدي اياك تحمله من تركيا بتدخله على دير الزور من دون ما حدا يعلم شو نوع هالسلاح. قلت له طيب شو نوع هالسلاح؟ انا يعني ما في بيني وبينه اخذ وعطاء وصديقي يعني قبل مثل ما بيقولوا. قال لي هي السلاح كيماوي. قالوا هي السياره جاهزه بس ممنوع حدا يفتحها ولا يتدخل فيها وممنوع تمشي هي السيارة على سرعة أكثر من 60 كيلومتر بالساعة. صار عندي فضول إني شوف في بقلبها السيارة. فقمت فتحت الشادر قلت له بس بدي أشوف أنا عندي فضول وأنا المسؤول عن حملة هي السلاح بس عندي فضول إني شوفها شو في بقلبها السيارة. قال لي بس أنت تشوفها. قمت فتحت هي الشادر شفت ليه المجموعات اللي كان في 13 صندوق صواريخ طول الصناديق تبعهم 3 أمتار ونص تقريبا وكان فيها مجمعات 60 ب60 4 صناديق. بقلب هي المجمعات في تنفيس هوائي عم تفرج منه كان في جالونات هي الجالونات الموجود فيها الكيماوي. هي الكيماوي الموجود يركب على هول الصواريخ. في عندكم خبير هناك بجبهة النصرة هو بيعرف كيف بده يتصرف وكيف بده يركبون. فلما رجعنا نحن رجعنا سلاحنا معنا دخلناه. لو وصلنا مو حسن بمنطقة دير الزور مفرق مو حسن لقينا نحن قادة الجبهة بدير الزور القادة موجودين ناطريننا مشغلين فلاشرات. نحن وصلنا يعني تقريبا صار الساعة 3:30 بالليل. فانتهى الموضوع راحت القصة قطع 3 أيام. قمت أنا سألت الأمير قلت له أنا بدي أسألك سؤال. هي شو إن فيها مثلا نحن اليوم الكيماوي ضمن البلد إنه شو استخدامنا شو؟ قال هي راح يجي له يوم. قال لي نحن مخططين من سنة أو من كذا شهر. قال لي راح يجي يوم وتعرف نحن شو هدفنا من هذا الموضوع. قال لي نحن في دراسات عم تدرس لنا دراسات استراتيجية بتعمل لنا هاي المواضيع مش نحن عم نخترع في ناس غيرنا عم تشتغل هاي الشغل. قال لي نحن لحتى نحرك الرأي العام نحرك أمريكا نحرك غيرها من الدول الأوروبية الرأي العام بشكل كامل حتى دعمنا من الخليج
بده يتحرك إحساس أنه اليوم نحن نقترب من مواقع عسكرية بسوريا ونضرب على مناطق آمنة. والله الجيش السوري هو اللي ضربها مش نحن اللي ضربناها. قال لي بكل منطقة إذا عملنا هاي العملية والله الجيش السوري عم يستعمل الكيماوي ضد شعبه. فهيك بتكون أمريكا أو غير أمريكا وجهت ضربة عسكرية لسوريا، وهيك بنكون نحن قدرنا نحقق شيء نحن على أرض الواقع صرنا سنتين ونص ما قدرنا نحققه. L'idée, c'était que les frères musulmans ne pouvaient pas accepter le retrait des États-Unis de ce conflit. Ils savaient que ça ne déboucherait pas. Et que donc ils ont essayé de forcer les États-Unis à rentrer dans la guerre, que Barack Obama avait annoncé qu'il y avait une ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir, c'était l'utilisation d'armes chimiques. Donc on allait utiliser ces armes chimiques et le président Obama serait forcé de bombarder le pays. L'opération, au début, montre une vraie coordination entre les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne. Tous les trois publient des rapports de renseignement qui montrent, c'est sûr, que l'ordre a été donné par le palais présidentiel. Mais quand on regarde ces trois rapports, ils sont très différents tous les trois. Il n'y a qu'un seul point commun dans ces trois rapports, c'est qu'ils font tous les trois référence à une interception téléphonique qui est identique dans les trois rapports et qui n'est pas réalisée par aucun des trois services secrets, mais qui leur a été donnée par l'État d'Israël. Les forces de défense israéliennes affirment avoir intercepté des communications du gouvernement syrien qui démontrent que le régime de Bachar al-Assad est derrière la récente attaque chimique qui a fait des centaines de morts parmi les civils dans un pays dévasté par la guerre. Donc moi j'ai tendance à penser que dans cette opération, la Turquie était très largement assistée par l'État d'Israël. Les Britanniques ont très vite réalisé que les informations qu'on leur avait données étaient fausses, que les Israéliens leur avaient données étaient fausses. Ils l'ont réalisé, semble-t-il, à partir de l'analyse des échantillons du gaz sarin qui avait été utilisé. Alors, je ne suis pas technicien, je ne saurais pas dire si cette explication est la bonne. En tout cas, les Britanniques ont réuni la Chambre des communes et lorsqu'il y a eu ce débat, le Premier ministre et le chef de l'opposition étaient en fait en accord préalable. Ils se sont donné la réplique en se posant des questions et se donnant des réponses qui étaient écrites à l'avance. Le Royaume-Uni ne voulait pas se retrouver dans la situation qu'on avait connue à l'époque de Tony Blair et des armes de destruction massive en Irak, où lorsque la vérité a surgi, le gouvernement était complètement discrédité. Tony Blair a quitté la politique. Donc M. Cameron a certainement bien joué en décidant de se retirer. Quant au retrait des États-Unis... Là, oui, Obama s'est reculé. Oui, mais il ne s'est pas reculé parce que les Britanniques se reculaient. Ils pouvaient très bien mener l'opération tout seul, et avec la France, mais tout seul, ils le pouvaient parfaitement. Non, il s'est reculé parce que il y a eu un changement stratégique. La flotte russe qui était en Méditerranée a réussi une manœuvre très, très complexe, mais a réussi à se mettre entre la flotte des États-Unis et la côte syrienne. Donc, étant déployés comme ça, si les États-Unis tiraient depuis la Méditerranée sur la Syrie, leurs missiles devaient passer au-dessus de la flotte russe. Oui. Donc laquelle ne savait pas si ça lui était destiné ou si ça allait continuer plus loin vers la Syrie. Et évidemment, Barack Obama n'allait pas donner l'ordre de tirer sur la flotte russe. Donc la seule solution, c'était d'attaquer par la mer Rouge, mais à ce moment-là, les missiles Tomahawk auraient dû survoler la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Et la réponse syrienne n'aurait pas été contre les États-Unis, mais contre la Jordanie et l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire, on aurait eu un embrasement régional, ce que les États-Unis ne souhaitaient pas avoir à gérer. Donc, les États-Unis se sont retirés
je dirais, la queue entre les jambes dans cette affaire. Et la France s'est retrouvée toute seule au milieu du gué. Probablement, François Hollande n'a absolument pas compris ce qui se passait. Il l'a compris peut-être que plus tard, mais toujours est-il qu'il a été obligé de se retirer et d'avoir l'air extrêmement faible dans cette reculade. Le président Obama a souhaité demander au Congrès l'approbation. Il n'y était pas contraint, il a jugé que c'était un moyen de renforcer la décision qu'il aurait à prendre. J'attends donc la réponse, parce qu'elle aura des conséquences sur la coalition que nous aurons à former. J'ai déjà dit que la France ne pourrait agir seule. Oui, mais dans toute question, on se rappelle bien que cette reculade de Washington a rendu peut-être l'Arabie Saoudite un peu furieuse. Oui, alors, d'abord, pour se reculer, les États-Unis ont utilisé un prétexte. Donc, ils ont proposé en fait qu'on relance un plan ancien qui permettrait à la Syrie d'adhérer à l'OPCW, c'est-à-dire l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Donc c'est un plan déjà ancien. La Syrie souhaitait adhérer à cette organisation, mais elle ne l'avait pas fait dans les années 90, parce que à l'époque, l'État d'Israël avait dit nous n'adhérerons pas, nous avons des armes chimiques, nous les gardons. Bon. Et donc la Syrie avait répondu puisque les Israéliens en ont, nous on les garde aussi. Sauf que les armes chimiques, ce sont des armes d'un autre âge. Ça correspond à la Première Guerre mondiale. Et le dernier usage vraiment important de la guerre chimique, c'est la guerre de l'Irak contre l'Iran. Mais ce sont des technologies militaires complètement dépassées, extrêmement dangereuses. Donc au début des années 90, les États du monde entier ont décidé de détruire, de se débarrasser de tout ça. Ces armes, oui. La Syrie avait des stocks qui d'ailleurs n'étaient pas, pour beaucoup, entretenus, puisqu'elle savait qu'elle ne s'en servirait jamais de ces armes. En tout cas, la signature par la Syrie de cette convention internationale, son adhésion à cette organisation, et la remise progressive de ces armes à cette organisation a servi de prétexte aux États-Unis pour expliquer leur reculade. Mais vous avez raison de le dire, les Saoudiens, eux, n'ont pas accepté ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Je vous dis, la seule raison, c'est que l'Arabie Saoudite est un régime sectaire, tenu par la secte wahhabite, et un régime qui interdit la pratique des autres religions. C'est quelque chose, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. En Arabie Saoudite, si vous pratiquez une autre religion que le wahhabisme, je ne dis pas que l'islam, je dis que le wahhabisme, vous allez en prison. Et chaque année, il y a des gens qui sont arrêtés et qui sont jetés en prison, notamment des travailleurs immigrés qui sont hindouistes et qui sont jetés en prison pour ça. Donc, un régime pareil ne peut pas survivre si la Syrie, État laïque, est en paix et se développe. Donc, l'Arabie Saoudite est devenue furieuse et elle l'a montré d'une manière qui paraît, je dirais, suicidaire, en fait. D'abord, le prince Saoud al-Faisal a refusé de prononcer son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il était présent, puis tout d'un coup, il est parti en claquant la porte. Il n'a pas prononcé de discours, il ne s'est pas excusé, rien du tout. Jeffrey Feldman, qui est, vous savez, un diplomate des États-Unis et qui est officiellement aujourd'hui le numéro 2 de l'ONU, mais en fait, c'est lui le vrai chef. Ban Ki-moon, c'est juste un homme corrompu qui lit les textes qu'on lui écrit. C'est pas moi qui dis qu'il est corrompu. Je vous signale qu'il y a eu une enquête des Nations Unies et que
l'adjointe de Ban Ki-moon qui a signé cette enquête a donné sa démission en disant que l'homme le plus corrompu aux Nations Unies, c'était Ban Ki-moon. Toujours est-il que Jeffrey Feltman, recevant une délégation libanaise, a dit mais l'Arabie Saoudite, c'est des gens qui ne sont pas sérieux, qui ne comprennent pas ce qu'est la politique internationale et qui poursuivent des vieilles vengeances comme un chameau du désert. Puis l'Arabie Saoudite qui s'était battue pour obtenir un siège au Conseil de sécurité a été élue au Conseil de sécurité et très dédaigneusement a refusé d'aller occuper le siège pour lequel elle s'était battue. Oui, ça on se rappelle maintenant de toutes ces étapes, ces événements. Oui, c'est vrai. Le prince Bandar Ben Sultan a réuni les ambassadeurs européens à Riyad, il les a réunis chez lui, et là il leur a dit, les États-Unis, ça n'est plus rien, ils n'ont pas été capables de combattre en Syrie, et donc révoltez-vous contre les États-Unis. Nous allons nous révolter contre les États-Unis. Faites la même chose. Donc, c'est tellement incroyable, parce que l'Arabie Saoudite n'existe que parce qu'elle est protégée par les États-Unis. La dynastie des Saouds a été mise au pouvoir par les Britanniques. Et depuis l'accord de Quincy entre Ibn Saoud et Franklin Roosevelt, la dynastie des Saouds ne tient que par la volonté des États-Unis. Certainement pas par la volonté de son peuple. Donc venir prêcher la révolte contre les États-Unis quand on leur doit la vie, c'est quand même aberrant. Donc la chose s'est réglée parce que le secrétaire d'État John Kerry est allé à Riyad et il a dit, écoutez, soyez raisonnables. Donc vous allez sanctionner les gens qui ont pris qui ont tenu des discours contre les États-Unis, et nous allons vous donner des gages, comme quoi nous vous pardonnons, nous sommes toujours vos amis et vos alliés, mais il va falloir mettre de l'ordre dans la maison. Alors, le prince Bandar a été contraint à la démission, en fait assez tardivement, à la mi-avril. Mais il faut savoir qu'il n'occupait plus ses fonctions déjà depuis plusieurs mois pour des raisons de santé. En fait, je pense que le prince Bandar n'a pas été capable de reprendre ses fonctions après l'attentat dont il avait fait l'objet. C'était le 26 juillet 2012. Donc c'était un attentat en rétorsion après l'assassinat des dirigeants militaires ici à Damas. Oui. Et vous remarquez que ça avait été fait 8 jours après, donc c'est quelque chose de très, très efficace. Cet attentat l'avait très gravement blessé. Il avait été hospitalisé pendant plus d'une année. Puis il avait officiellement repris ses fonctions de chef des services secrets, de conseiller national de sécurité. Mais je pense qu'il n'avait jamais retrouvé les capacités intellectuelles qui étaient les siennes auparavant. En tout cas, il a démissionné en avril 2014 et le 14 mai, c'est son frère, le prince Salman bin Sultan, qui a démissionné à son tour. Vous savez que le prince Salman était vice-ministre de la Défense et il était installé en Jordanie, d'où il dirigeait la constitution d'une nouvelle armée pour attaquer encore une fois la Syrie. Maintenant, il n'y a plus quelqu'un de ces bandars-là. Il n'y a plus personne. Donc, des sultans. Donc l'Arabie Saoudite a fait totalement marche arrière, on peut dire, au cours des mois d'avril et de mai 2014. Alors, et depuis la reculade des armes chimiques, la politique de Washington a été de faire durer la guerre ici. Oui. Comment, ou disons avec quel espoir Washington veut faire durer la guerre? Pour John Kerry et pour Barack Obama, puisque leurs alliés avaient relancé la guerre et qu'ils ne pouvaient pas les arrêter, eh bien, ils les laissaient faire, mais ils les laissaient faire pour une période déterminée. On avait fixé une limite. Et cette limite, en fait, ça devait être
la résolution de la question palestinienne. Bon, et pendant cette période, beaucoup de choses ont évolué. D'abord, l'armée syrienne libre a disparu. Donc, je rappelle, c'était une création de la France. Ça a été tenu après par le Qatar, puis par l'Arabie Saoudite, mais... Et puis par personne. Et puis par personne, parce qu'il y a eu des conflits entre les différents groupes, tous financés par l'Arabie Saoudite, mais il y a eu des conflits entre eux, et plusieurs de ces groupes ont attaqué l'armée syrienne libre, ont finalement pris son quartier général, et tout ça, c'est complètement dispersé, ça n'existe plus, exclusivement dans les communiqués de l'agence France-Presse, de Reuters et d'Associated Press, mais sur le terrain, ça n'existe plus. Ensuite, les États-Unis, pour se donner cette période de négociation avec les Palestiniens, ont réuni en secret le Congrès. Donc ça, c'est une chose vraiment incroyable. Il y a une séance secrète du Congrès des États-Unis où on a débattu exclusivement de la question syrienne et on a voté à la mi-janvier, on a voté le financement jusqu'à la fin de l'année fiscale, c'est-à-dire jusqu'au mois de septembre 2014. Alors, comment je sais qu'il y a il y a eu cette séance secrète du Congrès? Parce que ça a été raconté par une agence de presse britannique, Reuters, mais c'est totalement ignoré par le public aux États-Unis. Donc on arrête de dire que c'est une démocratie, puisqu'on peut réunir le Congrès en secret et voter une guerre en secret. Les États-Unis, après avoir voté cette prolongation de la guerre jusqu'au mois de septembre, ont décidé de réunir la conférence de Genève 2. Alors c'était une pression constante de la part de la Russie, mais tout d'un coup ils ont accepté. Et ils ont accepté avec l'idée que voilà, on allait tout résoudre à ce moment-là. La Palestine et la Syrie. Et puis, en Palestine, ça s'est très mal passé. Et donc, 2 jours avant la réunion à Genève, les États-Unis ont changé d'avis. Alors, ils ont changé d'avis, mais de manière très concrète. Les États-Unis étaient intervenus eux-mêmes pour qu'on invite l'Iran. Et 2 jours avant, les États-Unis interviennent pour qu'on annule l'invitation iranienne. Les États-Unis aident le Qatar à publier un rapport complètement fantasmagorique qui accuse la Syrie d'avoir torturé à mort plus de 10 000 de ses citoyens, qui présente des photographies de gens qui ont été affamés et torturés. Alors évidemment, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où et quand ces photos ont été prises. Peut-être il y a des années dans un autre pays, peu importe. Mais Washington soutient cette publication. Et lorsque la conférence de Genève commence, John Kerry a un discours totalement pro-saoudien, dans lequel il relaye les pires mensonges de la propagande états-unienne depuis le début de la guerre. Starvation has been used as a weapon of war. And most recently we have seen horrific reports of systematic torture and execution of thousands of prisoners. Le discours de Kerry, c'est un discours de blocage complet, puisque voilà, il répète ce régime a torturé des enfants à Dera, il y a une révolution, et il nie l'existence de terroristes dans le pays, etc. La délégation syrienne a été très surprise par ce discours. D'ailleurs, tout le monde a été surpris par ce discours, et encore plus les Russes, je crois. On peut dire que les négociations ont échoué et la possibilité offerte par Genève 2 a été gâchée. Et depuis cet échec, la Syrie organise son élection présidentielle. Oui, alors, évidemment, du point de vue syrien, il n'y a rien de plus légitime que d'organiser l'élection présidentielle, mais du point de vue des amis de la Syrie, qui étaient donc plus de 70 jadis et qui ne sont plus que 11 aujourd'hui, non, c'est illégitime, puisque... Les amis, entre guillemets. Hein. Oui, je veux dire, ceux qui agressent la Syrie et qui ont l'intention de la dévorer toute crue. Donc, de ce point de vue, c'est illégitime, puisque derrière la France, ils pensaient que, à travers une négociation internationale, les grandes puissances allaient composer elles-mêmes le gouvernement de la Syrie. Et que, bon, ce que pensent les Syriens, on s'en moque complètement, on leur impose ça.
c'est tellement vrai cette manière de penser que la France et l'Allemagne viennent d'interdire aux ressortissants syriens qui sont présents en Syrie, en France et en Allemagne, de voter dans leur ambassade pour l'élection présidentielle. Ceci en totale violation des conventions de Vienne, mais ça n'a pas l'air d'affoler ni la France ni l'Allemagne. De l'élection présidentielle. Le débat politique en temps de guerre et le débat politique en temps de paix ne peuvent pas être les mêmes. Et de ce point de vue, je pense que la première question à laquelle les électeurs syriens doivent répondre, c'est de trouver un dirigeant qui est capable de garantir leur survie. Parce que là, nous avons une guerre depuis une dizaine d'années dans ce pays, mais la vérité, c'est que depuis 3000 ans, la Syrie est presque toujours en guerre. Les périodes de paix ont été extrêmement courtes. Et la première qualité d'un président en Syrie, c'est d'être capable de garantir la survie de l'État et la sécurité de ses concitoyens. Donc voilà, c'est très intéressant d'avoir des débats sur les questions économiques et tout ça, mais ça vient après cette question-là. Il y a des priorités, Il y a des priorités. Il faut se rendre compte que jamais la Syrie ne pourra être gérée comme on gère la Suisse ou la Suède. Bien sûr. C'est un État qui se trouve à un endroit de forte turbulence, et de toute manière, tant qu'il y aura un État colonial à sa frontière, il ne sera pas possible de parler comme dans un pays en paix. Comme vous avez dit que la Syrie ne peut pas être gérée comme la Suède et la Suisse, bien sûr parce que nous avons eu de grands problèmes. Et récemment, il y a eu une question très intéressante pour tous les Syriens qui peut-être nous laisse penser que nous allons avoir bientôt la solution ou un règlement de cette crise. C'est la question de Homs. Alors, pendant la négociation de Genève II, la délégation, je dirais saoudienne, enfin de l'opposition syrienne, mais composée par l'Arabie saoudite, cette délégation n'a cessé de répéter qu'il fallait laisser entrer et sortir des gens du vieux Homs. Alors, il y a beaucoup d'endroits, il y a quelques endroits où les contrastes sont encerclés par l'armée arabe syrienne. Mais le seul endroit qui a intéressé cette délégation, c'était le vieux Homs. Alors pourquoi? Parce que dans le vieux Homs, les combattants qui étaient là étaient encadrés par des officiers étrangers qui étaient en fait prisonniers avec eux depuis déjà de très longs mois. Et on ne savait pas qui étaient ces officiers étrangers. On ne l'a su qu'au moment de la libération de Homs. Parce que cette libération, c'est donc un accord qui a été négocié à l'initiative de l'Iran et avec l'aide de la Russie, avec les puissances dont sont issus ces officiers. Et clairement... ils sont de quelle nationalité? Alors, c'était des Français, oui, des États-Uniens et des Saoudiens. Alors, les Français, c'est une surprise, parce qu'on pensait que depuis Genève I, disons depuis la chute de Baba Hammer même, il n'y avait plus d'officiers français sur place. Mais en fait, François Hollande en avait renvoyé. Et il n'a pas été capable de les retirer lorsque la France a décidé de se retirer militairement du territoire syrien et de ne s'occuper de la Syrie que depuis la Turquie, le Liban et la Jordanie. Ensuite, des États-Unis, ça aussi c'est une surprise, parce que d'habitude, les États-Unis sont les premiers à se retirer, et puis ils laissent leurs alliés sur place quand ça tourne mal. Bon, les Saoudiens, ça, c'était assez évident. L'accord qui a été signé prévoyait que les gens qui sortiraient de Homs seraient transportés dans des autobus avec des vitres teintées ou avec des rideaux, pour qu'on ne puisse pas voir leur nationalité. Oui. Donc on ne sait pas à combien ils étaient, ces officiers étrangers, mais en tout cas ils étaient présents. Et jamais aucun de ces trois gouvernements
n'en a parlé à sa propre population. Comment ils faisaient, ces officiers? Ils dirigeaient les combats, les guerres. Comment ils vivaient, puisque c'était encerclé? Écoutez, moi je n'en sais rien, mais en tout cas, eux, ils avaient l'autorité sur les combattants qui étaient à l'intérieur du vieux Homs. Ils étaient en lien avec le commandement central de l'OTAN en Turquie. Voilà, moi j'en sais pas plus. Après, il faudrait interroger des gens qui ont vécu à Homs pendant cette période, et d'ailleurs ils témoigneraient certainement non seulement du rôle des officiers étrangers, mais aussi du mode de vie, de la dictature takfiriste qui avait été imposée à Homs, au vieux Homs, comme ça avait été imposé à Baba Hammer. Alors, à propos de la situation militaire dans tout le pays, l'ensemble du pays, depuis le début des événements, de cette crise jusqu'à aujourd'hui, nous allons écouter le général Salim Harba qui va nous expliquer sur cette question. نؤكد على ما أتى من مراكز الدراسات الأمريكية لندينهم بأفواههم. مراكز الدراسات الاستراتيجية الأمريكية والمرتبطة بجهاز المخابرات الأمريكية هي التي أكدت أن الذين دخلوا إلى سوريا أكثر من 250 ألف من المرتزقة الإرهابيين، ومن أكثر من 83 جنسية ودولة. وتؤكد هذه المصادر أيضا، والواقع يؤكد أيضا، أن هؤلاء الذين دخلوا إلى سوريا من المرتزقة الأجانب، من الإرهابيين المتعددي الجنسيات، قتل منهم أكثر من 100 ألف، وفر منهم حوالي 50 ألف، والباقي منهم في سوريا حوالي بين 90 إلى 95 ألف. ومن هؤلاء أكثر من 12 ألف من الإرهابيين الأوروبيين من دول أوروبا، وهناك من أمريكا أيضا. الآن مصير هؤلاء بعد انتصارات الجيش العربي السوري ومسكه لزمام المبادرة على كامل الجغرافيا، بدأت رحلة الانهيار المادي البشري المعنوي النفسي لهذه المجاميع، وبدأت رحلة العودة المعاكسة إلى تلك البلدان نتيجة إنجازات الجيش العربي السوري أولا، ونتيجة الصراعات البينية بين مكونات هذه العصابات الإرهابية التي تختلف ليس على الإيديولوجيا، ولا تختلف على العقيدة، ولا تختلف على مبدأ القتل، إنما كلها على إطلاقها تنتمي إلى الحركات التكفيرية المتطرفة إلى تنظيم القاعدة بأفرع وأزرع ومسميات مختلفة، لكنها تختلف على المصالح، وتختلف على المغانم، وتختلف على الترتيبات والمصالح، لكنها بالمطلق تختلف على الحصة من الفريسة، لكنها لا تختلف على مبدأ القتل على الإطلاق. لكن ما تبقى من العصابات الإرهابية الموجودة بهذه الأعداد، الواقع يقول أنه لا مستقبل لها. يعني أمامها ثلاثة خيارات. الخيار الأول هي الاستسلام للجيش العربي السوري، الخيار الثاني هو الرحيل إلى حيث أتوا من البلدان التي أتوا منها، وبدأت رحلة الهجرة المعاكسة، وبدأ هؤلاء الإرهابيين فعلا يعني ربما يدقون بحوافرهم أبواب تلك الدول الذين أتوا منها. والخيار الثالث البقاء هنا والموت تحت أقدام الجيش العربي السوري. محافظة ريف دمشق هي 18,000 كيلو متر مربع، ما تبقى للعصابات الإرهابية فيها في الغوطة الشرقية، بعض قرى الغوطة الشرقية والغوطة الغربية، لا يتجاوز 75 إلى 100 كيلو متر مربع بحده الأقصى، وهي مطوقة ومحاصرة، ويضيق عليها الجيش العربي السوري، ويكاد أن يطهر كل هذه المناطق، وهي في بؤر منعزلة ومنفصلة عن بعضها البعض. هل يمكن يعني إذا سلمنا مجازا بأقل
أقصى ما يمكن أن نبالغ فيه أنه 100 كيلو متر مربع من مساحة 18 ألف كيلو متر مربع من محافظة ريف دمشق، يمكن أن نقول أن هذه العصابات تسيطر على ريف دمشق؟ لا. إذن الواقع شيء والإعلام شيء آخر. On voit qu'on arrive à la fin de la guerre et la libération de Homs s'est certainement accompagnée d'engagements précis de la part de l'Arabie Saoudite. On l'a vu, elle se retire. Des États-Unis, on a vu, ils ne sont pas très présents. Et de la France, pour le moment, on ne voit rien, mais il faudra bien que ça se traduise en actes. Que ces puissances vont se retirer. Donc il va y avoir... Donc on va se diriger vers la paix, probablement vers le mois de septembre. On avait dit que la guerre est financée jusqu'au mois de septembre. Nous espérons. Normalement, on devrait alors arriver à la paix. Oui. Si personne ne relance la guerre. Et c'est maintenant la question centrale. Quelle politique faut-il mener pour que la guerre ne redémarre pas? Voilà, comment éviter de nouvelles guerres? C'est ça la question. Ouais. Donc, il y a d'une part la question des alliances et d'autre part la question du gaz. Parce que nous avons dit lors de la première émission que ce qui a enclenché la guerre avec une coalition aussi vaste, c'est le gaz. Donc si on ne résout pas non plus le problème du gaz, la guerre repartira. Peut-être des coalitions moins vastes, mais la guerre repartira. D'abord les alliances. Oui. Peut-être la plus grande difficulté que la Syrie doit vaincre, c'est de conserver plusieurs alliances. Parce que si la Syrie n'avait qu'un seul allié, alors cet allié pourrait lui imposer ses propres volontés. Et quel que soit l'allié, le jeu des puissances est tel qu'à un moment, il ferait passer ses propres intérêts avant celui de la Syrie. Donc pour le moment, il y a deux alliés, l'Iran et la Russie. Et j'ai interviewé le général Ivachov à ce sujet. Donc le général Ivachov, c'est l'ancien chef d'état-major des armées russes. C'est certainement le plus prestigieux des militaires russes actuellement vivants. C'est un homme qui n'a pas hésité à désobéir au président Yeltsin pendant la guerre du Kosovo pour sauver l'armée serbe. Et c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Мне представляется, что нужно переходить на новый уровень отношений между Министерствами обороны и вооруженными силами России и Сирии. И я думаю, что нужно пригласить с визитом в Сирийскую Арабскую Республику министра обороны генерала армии Шойгу. Нужно, чтобы и сирийские руководители военные приезжали в Россию и информировали, что происходит. И нужно подписать соглашение о военном сотрудничестве. И больше ничего не говорить. А в этом сотрудничестве будет и военно-техническое взаимодействие, и разведывательное обеспечение и так далее. Хотя бы подписать такое соглашение, как когда-то господин Сердюков подписал с министром обороны Израиля, в том числе по обмену информацией. И я сегодня не уверен, что это соглашение не действует. По этому соглашению Россия должна информировать Израиль о том, что происходит в вооруженных силах наших друзей, включая Сирию. Я не знаю, работает оно или нет, но вместо него надо подписывать такое же полномасштабное соглашение о сотрудничестве Сирийской Арабской Республики между нашими военными ведомствами. У Российской Федерации есть возможности предоставлять снимки Сирийской Арабской Республики, и тем более для борьбы с джихадистами, для борьбы с этим западным фашизмом. Но для этого нужны соответствующие договоренности. Поэтому нужно специалистам из двух министерств обороны, сирийского и российского, сесть за стол переговоров, понять друг друга, что
необходимо для каких целей, договориться и подписать соответствующее соглашение. Учитывая характер наших взаимоотношений и отношения президентов друг к другу, это вполне возможно. Президент Путин понимает действия господина Башара аль-Асада, и я полагаю, что Башар аль-Асад понимает роль России, роль российского президента Владимира Владимировича Путина вот в нынешней сложной мировой ситуации. И те геополитические договоренности, которые достигнуты двумя президентами, они должны реализовываться в конкретные соглашения военных и других ведомств. Alors, si on reprend la question des alliances, vous avez dit qu'il faut garder ces alliances, ces deux alliés ou plus peut-être. L'alliance avec l'Iran est complexe puisque l'Iran est elle-même en pleine transformation politique avec l'élection de Cheikh Hassan Rouhani et que la politique de celui-ci est très différente de celle de son prédécesseur. L'adaptation des intérêts syriens à la nouvelle donne en Iran est complexe. Et l'Iran, aujourd'hui, est un pouvoir partagé entre le pouvoir qu'a Hassan Rouhani et le pouvoir qu'ont les gardiens de la Révolution, qui, eux, sont sur la même ligne que ce qu'était Ahmadinejad. Tout au long de la guerre, la question des hydrocarbures a été omniprésente dans la coalition internationale et cette coalition s'est partagée ces hydrocarbures avant d'avoir conquis la Syrie, mais elle se les est partagés quand même et elle n'abandonnera pas ses ambitions assez facilement. Si la Syrie connaît la paix et exploite son gaz, ce gaz sera exploité par des sociétés russes qui ont déjà signé les contrats avec l'État syrien, enfin les principaux contrats avec l'État syrien. La Syrie exportera alors son gaz vers l'Europe. Mais la Syrie avait déjà conclu un accord avec l'Iran pour qu'un gazoduc amène le gaz iranien de Fars vers la côte syrienne pour le transporter en Europe. Ça n'avait pas eu lieu, d'une part parce que il y avait les sanctions économiques contre l'Iran, d'autre part à cause de la guerre ici. Mais pourtant, les Iraniens sont toujours demandeurs de cette chose-là, et compte tenu de leur rapprochement avec les États-Unis, ils peuvent vendre leur gaz maintenant à l'Europe. Donc ils vont chercher à étendre leur gazoduc. Mais le Qatar, avant la guerre, avait fait une demande aussi pour avoir un gazoduc ici. Et l'Arabie Saoudite souhaite aussi avoir un gazoduc. L'Arabie Saoudite est aussi un grand producteur de gaz. Si tout le monde amène ses gazoducs ici et va vendre son gaz en Europe, ça provoquera un effondrement du prix du gaz et à ce moment-là la ruine de la Russie. Donc il faut trouver un accord qui permette d'exploiter le gaz syrien, d'assurer, de garantir le transit du gaz iranien, mais qui ne permette pas le transit du gaz du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Donc, à ce moment-là, qui va payer la reconstruction? Oui, mais qui va payer la reconstruction vraiment? Le Qatar et l'Arabie Saoudite vont dire moi je paye si je mets mon gazoduc. Donc la seule solution, c'est que la Russie paye la reconstruction avec la garantie du maintien du prix du gaz en Europe. Est-ce qu'elle est capable de payer la reconstruction? Elle peut faire ça. Mais intervient là-dessus la question ukrainienne. Et si l'opposition entre l'Union européenne et la Russie se développe, la Russie ne pourra pas du tout vendre de gaz en Europe.
Cette question de l'Ukraine ne peut pas, ne sera pas un obstacle devant la Russie pour payer la reconstruction ou pour entrer dans tout ce que vous venez de parler. La Russie n'a pas l'intention de payer pour les erreurs de l'Ukraine. La Russie a accepté l'adhésion de la Crimée, mais la Crimée, c'est une toute petite région par rapport à l'ensemble de l'Ukraine. Puis la Crimée n'était pas dans l'état aussi désastreux du reste de l'Ukraine. Ok. Peut-être on peut écouter maintenant aussi M. Imad Chouaibi à propos de la question du gaz. Oui, puisque nous avions commencé avec lui, nous allons terminer cette série d'émissions avec lui. Oui. Alors, pour voir ce qu'il en pense. Alors, avec Imad Chouaibi. عندما يأتي منتوج هذا الغاز ومرور الغاز ومنتوج النفط، أنا أعتقد بأن ثمن هذا الغاز قد أخذته سلفا الدول الغربية في إعادة الأعمار بسوريا، سواء من حيث المواد أو من حيث ربما الشركات، حتى إن كانت الشركات وطنية أو شركات عالمية. العالم اليوم هو interdependence، عالم اعتماد متبادل، الشركات متعدية الجنسيات transnational، الكل سيستفيد من إعادة البناء السورية. البعض يتحدث عن 73 مليار، البعض يتحدث عن 100 مليار، البعض يتحدث عن 200 مليار، بعض يذهب إلى 300 مليار. لنحسب هذه الدولة التي كان يعني مخزونها المالي يصل إلى 19 مليار قبل الأزمة، اليوم تحتاج بالحد الأدنى قلنا ل 72 أو 73 مليار لإعادة البناء. كم سنة من منتوج الغاز والنفط ستدفع لإعادة البناء؟ أنا أعتقد أن جزءا من الحروب تكون هي إعادة استثمار بطريقة أو بأخرى للمال المحلي وربما لأموال الآخرين الذين سوف يتبرعون بمشروع ماريشال جديد في المنطقة. لا أعرف إذا كان هذا المشروع سيكون سخيا أم أنه سيكون نقطة يعني شرارة انطلاق لكي تبدأ المشاريع ريثما تأتي الأموال السورية أو الأموال التي ستأتي لسوريا عبر مرور الغاز سواء الإيراني أو غير الإيراني. En 2000 ans, après le coup d'État militaire du 11 septembre, les États-Unis décident de remonter le Moyen-Orient élargi. Pour cela, ils attaquent l'Afghanistan et décident de détruire 7 autres États, dont la Libye et la Syrie. Washington espère exploiter d'importantes réserves de gaz qu'il a secrètement détectées en Syrie. En 2003, le Congrès donne à la Maison-Blanche la possibilité d'attaquer la Syrie quand elle le jugera nécessaire. Pendant qu'elle négocie avec la Libye, elle tente de provoquer une guerre impliquant la Syrie. En 2005, la Maison-Blanche assassine Rafik Hariri et accuse Bachar el-Assad, mais la Syrie se retire du Liban et les témoignages de la prétendue culpabilité syrienne s'effondrent. En 2006, la Maison-Blanche demande à Israël d'attaquer le Liban jusqu'à l'intervention syrienne, mais le Hezbollah repousse l'envahisseur. En 2007, Israël bombarde une base militaire syrienne qu'il accuse d'abriter un réacteur atomique. En 2008, Fouad Siniora tente de couper l'approvisionnement et les communications du Hezbollah. En 2009, Hillary Clinton décide de confier les opérations contre la Libye et la Syrie à Londres et à Paris. En 2010, la Grande-Bretagne et la France signent le traité de Lancaster House pour planifier leurs opérations coloniales communes. En 2011, ils attaquent la Libye et lancent une guerre de 4e génération en Syrie. Des commandos sillonnent le pays en détruisant des symboles de la Syrie moderne, tandis que d'autres groupes se livrent aux premières exactions. Les chaînes de télévision internationales inventent le slogan du printemps arabe et décrivent une révolution comparable à celles qui ont eu lieu en Tunisie et en Égypte. Les collaborateurs des ennemis de la Syrie se rallient au drapeau vert, blanc, noir à 3 étoiles
de la colonisation française. Les chefs d'État occidentaux et du Golfe annoncent un prochain renversement de l'État syrien et une fuite du président El-Assad. L'opération doit se conclure par une substitution des chaînes de télévision syriennes pendant que des commandos de l'OTAN prendront le palais présidentiel. Mais l'émirat islamique de Baba Amr se rend tandis que l'opération médiatique est déjouée. La France se retire de la guerre et un compromis russo-états-unien est signé à Genève. Cependant, Israël, les opposants US et la France de François Hollande relancent la guerre, sur le modèle nicaraguayen cette fois. Durant 2 ans, plus de 250 000 mercenaires venant des 83 pays vont déferler sur la Syrie, tuant plus de 150 000 citoyens et détruisant plus d'un tiers du pays. L'attaque est coordonnée par l'OTAN depuis la Turquie et financée par le Qatar, puis l'Arabie Saoudite. En août 2013, le gouvernement Erdogan met en scène une attaque chimique à Damas et les Occidentaux s'apprêtent à frapper durement le pays. Cependant, les militaires US refusent d'entrer dans un conflit régional impliquant la Russie. L'armée arabe syrienne, déchargée de la sécurité locale par une milice populaire syrienne et épaulée par le Hezbollah, libère le territoire. Les Occidentaux persistent à ostraciser la Syrie et à menacer son président. La Russie, l'Iran et la Chine, qui ont protégé le pays et l'ont soutenu durant la guerre, se préparent à aider à sa reconstruction. Durant ces 2 mandats, le président Bachar el-Assad a su défendre la Syrie sans rien lâcher à ses agresseurs et en la préparant à une terrible guerre. Le peuple syrien est parvenu à résister à la plus vaste agression de l'OTAN depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, en attendant que tout soit rétabli en Syrie et que la paix sera régnée, je vous remercie, Monsieur Thierry Messan, consultant politique. Vous êtes en Syrie avec nous et vous vivez toute la crise avec nous. Merci beaucoup. Longue vie à la Syrie. Merci à vous et vraiment longue vie à la Syrie et au revoir, chers téléspectateurs.